En 1972, Paul Berg parvient pour la première fois à réunir le fragment d'ADN d'un virus à l'ADN d'une bactérie. Cette technique, qui permet d'associer le matériel génétique de deux organismes vivants, lui vaudra le prix Nobel. Désormais, avec l'ADN recombinant, toutes les manipulations génétiques deviennent possibles. Les généticiens ne sont-ils pas en train de se transformer en apprentis sorciers ? Le cauchemar de bactéries ou de virus mutants s'échappant des laboratoires hante les esprits. Conscient des dangers potentiels de sa découverte, Paul Berg décide de suspendre ses recherches. Faut-il ou non continuer ? 3 ans plus tard, il organise à Asilomar, en Californie, une conférence internationale pour décider de l'avenir de l'ADN recombinant. La conférence d'Asilomar s'est tenue en février 1975. Il y avait environ 130 personnes, des avocats, des professionnels de l'éthique, des journalistes, des chercheurs et des spécialistes des maladies infectieuses. Nous avons débattu durant 3 jours. Les arguments s'opposaient. Comme vous pouvez l'imaginer, certains pensaient que tout cela n'avait pas de sens. D'autres disaient qu'il fallait interdire les recherches. Mais nous sommes parvenus à un consensus. Nous avons demandé au pouvoir public d'édicter des règles précises que chacun devait respecter pour mener ses recherches. Les règles étaient les suivantes. Les expériences sans danger, vous pouviez les faire dans l'évier de votre cuisine. Les expériences plus risquées, vous deviez les faire dans un laboratoire adapté. Les expériences à haut risque, vous ne pouviez les faire que dans des laboratoires sécurisés avec des normes très strictes. L'idée, c'était que les scientifiques devaient continuer et les recherches ont repris. D'abord timidement, et puis avec plus de vigueur quand les gens ont pris confiance. En fait, il n'y avait pas de danger. Rien de ce que nous avions craint ne s'est produit. Et aujourd'hui, l'ADN recombinant est un outil de base que tous les laboratoires utilisent d'une manière ou d'une autre dans le domaine de la biologie moléculaire. Asilomar a été un événement fondamental. Le plus important, c'est que la communauté scientifique a su démontrer qu'elle était capable de s'imposer des règles de conduite. Ils cherchaient surtout à sauvegarder leur autonomie. Et ils ont bien réussi à faire ça. Donc, c'était une façon de dire au public et surtout au gouvernement, on peut avoir confiance en nous parce qu'on va prendre des précautions nécessaires pour vous protéger en termes de sécurité. Ils se sont intéressés uniquement à des questions concernant la sécurité des expériences scientifiques. C'est la seule chose dont ils voulaient parler durant cette conférence. Mais les questions d'éthique, au sens large, n'ont pas été débattues à Asilomar. Et la plupart de ces questions restent encore en suspens aujourd'hui. Les questions éthiques pèsent bien peu face aux formidables espoirs qu'apporte la technique de l'ADN recombinant, particulièrement dans le domaine médical. La génétique envahit toutes les disciplines de la biologie. Cette science, qui voulait percer les secrets de l'hérédité, a désormais le pouvoir de modifier le vivant. Avec le génie génétique, maintenant, vous pouvez utiliser des gènes qui viennent de toutes les autres espèces, de tous les autres règnes. Il n'y a aucune limite, puisque pour l'essentiel, le code génétique est universel. C'est la raison pour laquelle on peut transférer un gène de bactérie à un gène animal à une bactérie, un gène humain à une bactérie, un gène, en théorie, un gène bactérien à un humain, etc. Il n'y a aucune limite. L'exemple typique du génie génétique, c'est la fabrication de l'insuline avec laquelle on soigne tous les malades atteints de diabète de type 1, en tout cas dans les pays riches. Comment fait-on? Eh bien, simplement, on prend une cellule quelconque, de la peau, du sang, on isole l'ADN, on repère le fragment d'ADN qui code l'insuline et on met ce fragment dans un colibacille, dans une bactérie ou une levure. On peut le mettre également dans une plante ou dans une vache ou dans une brebis. Peu importe, on assujettit cet organisme receveur, que ce soit un micro-organisme, un animal ou une plante, à fabriquer l'insuline humaine, que l'on récupère et avec laquelle on soigne tout le monde. Il y a peu de contestation quant à l'intérêt des bactéries
fabricant de l'insuline humaine. Ce sont des OGM, bien évidemment. Ce sont des micro-organismes génétiquement modifiés. Aujourd'hui, il y a un très grand nombre de médicaments qui sont des OGM, un nombre tout à fait croissant. Donc le grand débat, c'est sur les plantes transgéniques en tant que nouveau procédé d'obtenir de nouvelles variétés végétales. C'est ça le grand débat. Les plantes génétiquement modifiées vont faire leur apparition au début des années 80. Si aux États-Unis, l'opinion publique réagit peu à ces innovations, en Europe, les mouvements écologistes, les associations de consommateurs et une partie du monde paysan vont porter le débat sur le devant de la scène. Je sais qu'aux États-Unis et en France, nous avons des opinions divergentes sur les plantes génétiquement modifiées. Nous pensons que c'est un grand progrès. Nous savons maintenant que des variétés d'OGM peuvent produire assez de nourriture pour permettre à des gens qui étaient affamés de manger désormais à leur faim. C'est un problème culturel en Europe, pas une question scientifique. Personne ne croit vraiment que les OGM présentent des dangers ou qu'ils risquent de modifier gravement l'environnement. Le problème, c'est qu'ils remettent en question cette manière traditionnelle de produire de la nourriture, des aliments authentiques, etc. Donc l'Europe refuse d'autoriser les OGM. Les opposants mettent en avant de nombreux arguments, mais scientifiquement, aucun de ces arguments ne tient la route. Aux États-Unis, les OGM et leur utilisation dans la chaîne alimentaire intéressent peu les professionnels de l'éthique. Ils s'intéressent bien davantage aux problèmes que pose le clonage, les cellules souches ou les risques d'un nouvel eugénisme, par exemple. Mais si les États-Unis se retrouvaient confrontés à des problèmes graves, comme la crise de la vache folle qu'a connue l'Europe récemment, si ce genre de choses se produisait ici et mettait en cause les autorités sanitaires, alors je crois que la situation pourrait vite ressembler à celle que vous connaissez en France. En fait, il y a déjà des signes que le rejet des OGM et du génie génétique est en train de se développer ici. Les gens croient de moins en moins aux organismes de régulation. Si ça continue, je ne serais pas étonné que les États-Unis se rapprochent des positions de l'Europe en ce qui concerne le génie génétique et les OGM. En France, en vertu du principe de précaution, la culture et les essais de nouvelles variétés de plantes transgéniques sont strictement encadrés. Malgré tout, les opposants aux OGM continuent à réclamer leur interdiction complète au nom des risques environnementaux. Mais les questions que soulèvent les OGM ne sont pas seulement d'ordre écologique. Les enjeux sont aussi économiques et politiques. Une des choses qu'on a découvertes alors à l'occasion de l'étude des OGM, c'est que le pollen va beaucoup plus loin que ce qu'on croyait. Le pollen part d'un champ, effectivement une grande partie tombe juste à côté du champ, mais celle qui ne tombe pas juste à côté, elle part dans les millimètres d'atmosphère, d'épaisseur d'atmosphère qu'il y a au-dessus du champ, et elles vont aller sur des kilomètres. Or, si vous avez breveté un gène dans une plante, eh bien toute plante qui recevra ce gène fabriquera une graine qui contient votre gène et qui donc est brevetée. Et le résultat, c'est qu'en brevetant des gènes dans des plantes, actuellement, les firmes qui se donnent la possibilité de faire ça s'approprient toutes les ressources génétiques de la planète. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Alors, cette vision-là du brevet n'est pas acceptée en Europe actuellement, mais elle est acceptée sur tout le reste de la planète. L'un des enjeux, pas technologiques, mais presque, je dirais, philosophiques ou éthiques, des OGM, c'est est-ce que l'on, en introduisant un gène dans un organisme qui ne le possédait pas, est-ce que l'on va contre nature, en quelque sorte? Est-ce que l'on dépasse les limites de la nature ou pas? Jusqu'à présent, jusque dans les années 1980, quand on modifiait des plantes, on le faisait par des voies, j'allais dire, naturelles. On mettait une plante, on mélangeait un peu de semences, on faisait des croisements, c'était vrai aussi pour les animaux. Donc, quitte à forcer un tout petit peu, mais on utilisait toujours des voies naturelles, celles de la reproduction. Là, on le fait d'une manière qui est a priori contre nature. Et la question, elle est bien là. C'est-à-dire que, est-ce que nous agissons tellement contre nature que finalement ça risque de nous retomber dessus parce que les barrières habituelles, les garde-fous habituels de la nature ne vont plus fonctionner.